Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. C'est la chronique d'un désarmement et c'est la chronique d'un désastre annoncé. Dimanche, si tout va mal, Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, deviendra le nouveau président du Brésil. S'affichant ouvertement raciste, homophobe, machiste, Bolsonaro promet, s'il est élu, de confier plusieurs ministères à des militaires, d'autoriser un retour au droit du port d'armes pour, je cite, « garantir aux citoyens son droit à la légitime défense, à celle de sa famille et à celle de sa propriété ». Ce sont les grands propriétaires terriens en but à des révoltes paysannes depuis des années pour l'accès à la terre qui se frottent déjà les mains. Soutenu par le mouvement évangéliste brésilien ultra-conservateur, Jair Bolsonaro a multiplié ces derniers temps les provocations, appelant ainsi au retour à la dictature, pour revenir sur ses propos un peu plus tard, répondant de la même à une députée qu'il interpellait sur sa propension à justifier les agressions faites aux femmes, que, je cite encore, elle était trop laide pour être violée, encourageant dans ses meetings ses partisans à abattre les membres du Parti des travailleurs, le parti de son adversaire Fernando Haddad, et de l'ancien président Lula. Il a pu aussi comparer le mariage pour tous, légalisé au Brésil en 2013, à de la pédophilie, justifier l'action de la junte militaire au pouvoir au Brésil entre 64 et 85 par la défense du pays contre les communistes, et déclarer que les féministes n'étaient bonnes qu'à faire des pipes. Élu, il a promis de vendre la terre appartenant aux peuples indigènes, de revenir sur toutes les avancées sociales obtenues depuis la mobilisation civile contre la dictature à la fin des années 70. Il a pu ainsi affirmer que, je cite toujours, tout ce qui avait été fait pour les droits des personnes LGBT, des femmes et des personnes de couleur allait être réduit à néant. Se présentant au nom de Dieu, de la famille et de la patrie, il milite évidemment contre le droit à l'avortement et veut, par la loi, amnistier les crimes commis par les policiers selon le bon principe qu'un bon bandit est un bandit mort. Candidat des évangélistes, du patronat et des propriétaires fonciers, mais aussi des marchés, celui qui se propose de liquider en vrac les marginaux, les communistes, les bandits, les dealers, les indigènes et les terroristes du mouvement des sans-terre obtiendrait 57% des voix au second tour de la présidentielle de dimanche si l'on se fie au sondage. Un petit rappel, entre 64 et 85, 200 000 personnes avaient été emprisonnées par les militaires au pouvoir. Plusieurs dizaines de milliers avaient été torturés et on avait dénombré 450 morts ou disparus. Et les Brésiliens seraient prêts à remettre le couvert. Faut-il être à ce point exaspéré ? Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 30, réalisé par Jérôme. Dans un instant, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique, parce qu'il faut toujours une caution morale et artistique dans une émission de radio, reviendra pour nous sur son été festivalier. Et je suis sûr qu'il y sera question à un moment ou à un autre de Jazzaluz. Et puis je recevrai Rémi Mouillerac, guitariste toulousain émérite, officiant actuellement au sein de Rue Rouge, mais ayant aussi prêté sa six cordes aux motivés, à Art Mengo ou à Jean-Pierre Madère, tout en composant sa propre musique dans Lily Brick, Big Wed ou Les Grandes Bouches. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Groupe new-yorkais fondé il y a une vingtaine d'années, connu pour ses ballades sombres, mystérieuses et mélancoliques, Elysian Fields vient de faire sortir son 11e album, toujours aussi sombre. Pink Air permet à la chanteuse de ce quintet, Jennifer Charles, de chanter de manière
sensuelle, des textes absolument inquiétants. Disposed, extrait donc de Pink Air, le nouvel album d'Elysian Field. Caramel Moon numéro 820, c'est parti, et c'est tant mieux. And I'm dispossessed. Every time the trapeze swings my way, I freeze. Should I trust the air to float me in the breeze? From up here the world is far away and small. I look down to see nothing's gonna break my fall. And you could have gone rendezvous with nothing to hold on to. Trance like the rhythm in your head. Concentrate, imagine a feather bed. As I hit the crest, there's a thief yelling no contest, and I'm dispossessed. Every time the trapeze swings my way, I freeze. Should I trust the air to float me in the breeze? From up here the world is far away and small. I look down to see nothing's gonna break my fall. As I catch my breath, there's a squall tearing at my chest, and I'm dispossessed. Every time the trapeze swings my way, I freeze. Should I trust the air that whispers, just believe? From up here the world is far away and small. I look down to see nothing's gonna break my fall. Break my fall. Qu'est-ce que c'est? Caramel Moon. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Ouais, vous êtes toujours à l'écoute de Caramel Mousse sur Radio Campus. Joe Kangourou toujours au micro, et en face de moi Jean-Pierre Lérac. Jean-Pierre Lérac qui, depuis un mois, nous promet régulièrement dans cette émission de revenir sur son été festivalier. Cette fois, c'est parti. Il est temps de le faire, oui. Il est temps de le faire, surtout qu'à partir de ce week-end, on a passé l'été, c'est l'hiver. C'était juste avant l'hiver. Donc, bon, voilà, donc une chronique sur ce parcours estival. J'ai appelé cette chronique itinéraire bis. Ouais. Voilà, ouais. Donc c'est ce parcours justement à travers tous ces festivals d'été et tous mes coups de cœur, quoi. Voilà, donc je vais essayer de résumer tout ça évidemment le plus vite possible. Donc ça commence évidemment par Luz, vous en doutez. Je l'ai même annoncé en début d'émission. Oui, mais en fait c'est au début de l'été, donc le festival de Luz, donc je vais pas m'étendre là-dessus. On en parle suffisamment souvent. J'y reviendrai plutôt à la fin de la chronique. Donc lorsque Luz est fini, là après
vous pouvez aller à la plage, parce que pendant tout l'été, il n'y a plus un seul concert à se mettre sous la dent, c'est le désert total. Voilà, donc vous pouvez vous rhabiller. Ce type-là me fait rêver. Une mauvaise fois pareille, c'est quand même du grand art. Là, je vous garantis que j'ai essayé de voir des concerts de jazz, il n'y avait rien. Donc, bon. Donc la chronique est finie. Donc il fallait... Non, mais en fait, à la fin de l'été, après, ça se bouscule un peu plus, heureusement. Donc on rentre de la plage quand, à peu près vers le 20 août, par là. Donc, et c'est là qu'arrive le petit, très sympathique festival qui s'appelle La Poutre, organisé par notre ami Carla Gaudret et Eddie Wobacker, qui se déroule à Mauvaisin. Donc voilà, je dis très sympa, et en fait, je n'en parlerai pas parce que je n'y étais pas, mais j'ai quand même eu d'excellents retours. En tout cas, je suis sûr que ça devait être très très sympa. Voilà. Donc, festival qui hésite entre musique improvisée, tendance noisy, électrique, expérimentale. Voilà, mais en fait, c'est vrai que l'association de Carla Gaudret et Eddie Wobacker impulse un petit peu ça, finalement, puisqu'ils sont quand même dans des univers musicaux assez différents. Donc, c'est ce qui donne la variété de ce festival. Donc, moi, évidemment, je n'étais pas... donc, je m'en excuse pour eux, je vais parler de La Poutre, mais en même temps, j'étais à Mulhouse. C'est pour ça que je n'étais pas à La Poutre, sinon j'aurais été évidemment dans Mulhouse qui est un peu un petit peu, c'est ce qui se fait de mieux dans la musique jazz en Europe, carrément, je pense. Donc là, si vous voulez faire la fête, vous n'allez pas à ce festival, du tout. Non, c'est pas du tout la peine. Par contre, si vous voulez écouter de la musique, c'est là qu'il faut aller. D'accord. Et là, c'est vraiment, on fait le plein, quoi. Là, pas de bandas, pas de mecs bourrés dans la rue, non. Non, mais là, si vous mettez une banda, les mecs, ils vont pas jouer longtemps, parce que les gens leur disent, vous arrêtez tout, là, maintenant. Non, on est là pour écouter la musique. Donc c'est 6 concerts par jour, pendant 5 jours. C'est du danse, quoi. On a juste le temps de dormir et de manger. Mais alors, quand même là, je pourrais prendre n'importe quel concert. J'ai vu des trucs totalement hallucinants. C'est difficile de sortir quelque chose de quand même, vous allez en sortir voilà, alors j'en sortis un, parce que là, c'était pour moi un gros coup de cœur. Donc, le violoniste John Rose, que je connaissais, mais je n'avais jamais vu sur scène. Et là, ça a été vraiment, pour moi, un concert. Il a fait un concert solo qui était totalement ahurissant. C'était quelque chose j'avais jamais entendu ça au violon. Tout le monde avait la chair de poule à la fin. Et il se trouve que, par chance, Anne Montaran et son équipe de France Musique a enregistré cette émission, et ça fait l'objet d'une émission à l'improviste que vous trouverez en podcast, où vous pourrez écouter ce concert. Et sur France Culture. Sur France Musique. Sur France Musique. Sur France Musique. Je vous conseille vivement d'écouter ça. C'est un personnage absolument incroyable. Allez, rappelez son nom. Il s'appelle John Rose. C'est un violoniste australien qui est d'origine anglaise, mais qui vit en Australie depuis très longtemps. Donc, une fois que vous aurez écouté cette émission, évidemment, vous pourrez revendre toutes vos collections de disques de Didier Logoud, de Jean-Luc Ponty. Ah ouais. Voilà, à mon avis. Voilà, on s'aperçoit que comme ça va un petit peu plus loin. Vous lâchez aujourd'hui, hein. Alors là, ça balance. Ça balance. Pas du tout, non, mais après, j'ai écouté moi-même Didier Logoud, et non, faut pas. Donc... Voilà, donc, et là on va enchaîner de suite avec Baignade Interdite, Baignade Interdite qui marque un peu la fin de l'été, justement. Donc à Aiguelaise, à côté de Gaillac. Voilà, à Rivière, exactement. Donc c'est un festival qui se déroule dans des piscines désaffectées. Déjà, ça fait l'originalité du festival. Et c'est un festival qui surfe un petit peu sur la vague, parce qu'il y a beaucoup de succès, beaucoup de gros public. Chaque année, tout le monde attend cet événement. Et de plus en plus de jeunes, d'ailleurs. Je suis surpris par la quantité. C'est vrai que ça fait plaisir de voir des jeunes qui veulent écouter des musiques différentes. Et évidemment, on comprend aussi, parce que c'est un festival qui est très, 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 très festif. Et en particulier cette année, il y avait une grosse programmation. C'était très rock cette année, et avec beaucoup de... Ouais, c'était la teuf, comme on dit. Ouais. Voilà. Donc, il y a beaucoup de jeunes Toulousains qui ne manquent pas. Ça devient un événement incontournable. Moi, je me suis attaché à... Ils ont eu la bonne idée d'inviter trois batteurs percussionnistes de styles très différents. Et c'est un peu pour moi ce qui a fait que je suis allé voir ce festival. Je n'ai pas été déçu. Il y avait Hank Benning qui est le fantasque batteur de free jazz hollandais, qui est une icône du free jazz, qui est quelqu'un qui est aussi très rigolo. C'est vrai que chacune de ses prestations, c'est aussi un sketch en même temps, qui a été assez sobre finalement ce jour-là, mais qui a fait quand même du Hank Benning. Et Ingar Sachs, qui est un batteur norvégien, qui lui est pour le coup sur le monde de la musique improvisée, qui nous a fait un magnifique concert dans une église, et ça c'est vraiment le monde de la musique improvisée. C'était un très très beau concert. Mais je garde pour la fin Julien Sartorius, qui a été un petit peu le héros de ce festival. Je crois que tout le monde en parlait à la sortie du festival, et c'est justifié. Il a réussi la performance de faire un solo de batterie entre deux concerts de rock complètement excités, quoi. Les gens ils dansaient, puis tout à coup un solo de batterie au milieu.
Et il a tenu en haleine tout le public et il fallait le faire, quoi. Moi, c'était quand même une prestation très haut de gamme. Je connaissais ce batteur parce que j'avais eu l'occasion de le voir à côté de Sylvie Courvoisier. Là, je dois dire que j'ai été scotché. Donc, Julien Sartorius, un petit batteur suisse comme ça, on n'entend pas trop parler. C'était vraiment pour moi le héros de ce festival. Baignade interdite. Baignade interdite. Avec une programmation où les groupes programmés, même rock ou jazz rock ou rock progressif, avaient justement tendance à aller chercher quand même dans les années 70 de quoi faire vibrer leur violon. Et on a senti beaucoup de... Et ça, peut-être, ça commence à devenir un peu énervant, surtout pour des gens comme nous qui l'avons vécu en direct. Arrêtez de repomper ces musiques-là. Alors, j'avais décidé pour cette chronique de n'être que positif, donc je voulais pas souligner ce qui m'a un petit peu agacé aussi. C'est vrai qu'on revient sur la pop, c'est pas seulement à Baignade interdite, on revient sur tout un tas de choses que nous finalement on a entendu, nous les vieux. Et donc on se dit tiens, pourquoi c'est vrai qu'il y a un vrai amour pour un retour en arrière qui est sur ces années 70, 80. Et bon, mais après, en tout cas, ça plaît aux jeunes, ça je peux vous dire. Il y a même des concerts presque chamaniques, donc je me suis dit là, Codona, ça y est, on y est là. Enfin bon, c'était assez incroyable. Non, voilà, mais après, ça reste un festival qui est vraiment très, très, très sympa. Mais après, c'est vrai qu'il faut être jeune maintenant, je dirais. Là, il faut, ouais. Ça, allez, Jean-Pierre, on a passé l'âge. Mais j'y vais encore, quand même. Donc je vais revenir au début, donc on va revenir sur ça. Et ça. donc vous avez fait l'impasse sur Rock in Opposition. Alors, Rock in Opposition, j'ai hésité de le mettre dans la chronique, mais si vous voulez, je peux en dire deux mots. Quand même, ouais. Je peux en dire deux mots. Dans la région, c'est vraiment le festival qui clôt les hostilités. Tout à fait. On va considérer que Rock in Opposition fait partie de l'été, donc c'est quand même mi-septembre. Donc, mais Rock in Opposition, puisque je n'avais pas prévu d'en parler, mais on peut en parler, c'est vrai que c'était un Rock in Opposition un peu spécial cette année, puisque Michel Bessette a un petit peu laissé la main à Manu Muret, et que ça s'est vraiment ressenti au niveau de la prog. Et on se demandait si tous les vieux amateurs de rock progressif, parce que là c'est un festival qui est quand même particulier, parce que c'est des amateurs de rock progressif qui viennent de tous les pays, de tous les coins du monde. C'est un truc assez totalement incroyable. Même quand il n'y a pas Magma, ils viennent surtout quand il y a Magma. C'est une année sans Magma. Donc là, Manu Muret nous a fait une programmation très archée dans le Yucca, avec des groupes évidemment qu'on connaît, qui représentent un peu la jeune génération de jazz française, quand même assez couillu. Et moi, j'ai assisté qu'à une soirée où, évidemment, Schrom a quand même réussi à convaincre ces gens-là. Donc, je crois que le pari a été gagné, puisque je crois que tout ça s'est bien passé pour tous ces groupes. Mais c'est vrai que Jean-Louis, Schrom, tout ça, c'est quand même des valeurs sûres. Et ils ont su quand même remercier un petit peu le virage est pris. Le virage est pris. On ne connaît pas la suite, mais en tout cas, le virage est pris. C'est un festival très particulier, quand même. Voilà. Donc, qui se passe du côté de Carmaux à la découverte. À la découverte. Donc, dans l'ancienne mine. Dans l'ancienne mine, nous dirons. Donc, pour terminer, nous allons revenir sur le Jazzalus, évidemment. Mais là, sur Jazzalus, je vais évidemment juste... À tout honneur, tout seigneur, ou l'inverse? Non, je n'ai pas dit ça. Là, je voudrais rendre hommage, parce qu'on a mis une espèce de carte blanche à Freddy Moraison, on va en reparler. Là, je voudrais quand même justement dire que les deux projets qu'on a fait avec Freddy Moraison ont été quand même un petit peu les deux chocs du festival. Donc, Freddy Moraison, on le rappelle pour les gens qui... Un collectif de musiciens toulousains qui gravitent, et qui gravitent autour des musiques improvisées. Voilà, donc on leur a fait confiance. Et donc tout d'abord, Yana, on a déjà eu l'occasion de parler de ce magnifique duo avec Betty Ovette et Christine Wodraska. Voilà, ça a été carrément le choc, parce que ces deux sont totalement hallucinantes. Et là, elles vont sur des terrains où personne ne va jamais, quoi. Le public, même s'il ne connaît pas la musique, il sort de là et on ne sort pas indemne, quoi. Ça monte à une telle altitude d'improvisation, de folie. Donc ça, c'était quand même le choc du festival. Et puis je terminerai par parce qu'on va en écouter un morceau sur la création qu'on a fait avec Freddy Moraison, et également avec la production Pépette Lumière de Macon. Donc c'est la réunion qui s'appelle Kill Your Idols. Voilà, donc et ça c'est la réunion de Non Reduction, le trio toulousain de sax. Et les Bampos, groupe de Macon, lorsque Marc Demereau m'a parlé de cette possible réunion, c'est vrai que franchement, ça m'a paru
carrément évident parce que je connaissais bien ces deux groupes. Ce sont des gens qui sont dans le free, dans la musique improvisée, mais qui ont aussi l'esprit rock carrément et festif. Et là, ils étaient faits pour s'accorder. Alors évidemment, ça a marché totalement. Alors c'est vrai qu'ils ont beaucoup travaillé avant ce concert. Et ce concert permettait vraiment de valider un petit peu ou non cette création. C'était la première confrontation avec le public. J'avoue que j'étais comme eux sur une espèce de questionnement, comme ça on a toujours un peu l'appréhension. Et voilà, donc ce que je peux dire, c'est que l'adhésion du public a été assez rapide. Les chaises ont volé en bout de 30 secondes. Et il s'est passé quelque chose. Et l'adhésion du public de suite, hein, et comme une émotion, quoi, parce que ça a été un concert fabuleux. Justement, c'était comme quoi on peut allier la musique savante et la musique festive. Et là on était c'était assez magique, quoi. Avec un son assez énorme pour situer un peu les choses. C'est dans la réunion d'un trio et d'un quartet essentiellement de cuivre. Carrément que des cuivres. Il y a une percussion comme ça à pédale qui est assez sommaire, et puis un répertoire construit autour du répertoire de Sonic Youth. Ça, on a oublié de le dire quand même, ce qui n'est pas rien, c'est autour du répertoire. Ils se sont réunis autour des morceaux de Sonic Youth, des arrangements qu'ils ont fait de ce mythique groupe de rock. Et c'est vrai que, évidemment, forcément, c'est 7 cuivres, donc 4 sacs, 2 trombones et une trompette. Plus juste une grosse caisse, une cymbale comme ça pour mettre le tempo. Et voilà, puis après la magie a opéré. J'espère que ce groupe, vu ce qui s'est passé à Luz, j'espère que ça continuera. Ça serait dommage que cette aventure s'arrête là, mais j'espère, quoi, que vraiment. Donc on peut écouter, justement, on a la chance d'avoir un enregistrement justement du festival, je crois. Voilà, et donc, Caramelmo est allé mettre son micro dans la table de mixage de Jazz à Luz et en a ramené un morceau qui nous a quand même été envoyé ce matin par Marc Mafiolo, un des saxophonistes de No Noise No Reduction, donc qui fait partie de ce projet. Il nous a envoyé ça ce matin de manière express, Swimsuit Issue, je le dis pas mal finalement. Extrait donc d'un vieux disque de Sonic Youth. Par contre, n'essayez pas de reconnaître les morceaux de Sonic Youth. Ça a été le but du jeu pendant tout le concert. Je crois que personnellement, j'en ai reconnu 2. Sur la quinzaine des morceaux qui ont été joués ce soir-là, c'est quand même assez piètre comme résultat. Mais le résultat était assez formidable et complètement tonitruant. Allez, Kill Your Idols, ça c'est le groupe. Swimsuit Issue, c'est le nom du morceau. Et c'était donc Jazz à Luz le 13 juillet dernier. Jean-Pierre, merci.
Ne quittez pas l'écoute. Dans quelques instants, vous... Caramel mou. Voilà, allez, on va continuer l'émission après cette petite balade estivale dans les quelques festivals que Jean-Pierre Lérac est allé écouter cet été. Vous avez remarqué comme moi qu'il évite absolument les chemins qui le mènent à Marciac. Bon, mais un jour, il nous expliquera pourquoi. On va continuer cette émission avec l'invité unique de ce 820e numéro de Caramel Mou. J'ai nommé Rémi Mouillerac. Rémi Mouillerac, bonsoir. Bonsoir. Rémi, vous êtes venu assez régulièrement dans cette émission. On vous a entendu ici avec les Grandes Bouches, on en parlera tout à l'heure, mais dernièrement avec Rue Rouge, vous êtes venu aussi pour accompagner d'autres personnes. Vous êtes ce qu'on dit un musicien qui joue autant avec les autres que dans vos projets. Je disais en début d'interview, vous avez pu travailler avec Madère, vous avez pu travailler avec Artmengo. Quand Khaled arrive à Toulouse et qu'il lui demande qu'un guitariste, c'est à vous qu'il téléphone pour le rejoindre sur scène. Ça, c'était il y a une petite douzaine d'années, un soir au Zénith, où Khaled était venu faire du rail à Toulouse. Voilà, vous êtes ce style de musicien. En d'autres temps, on aurait dit un requin de studio, s'il y avait encore suffisamment de studios à Toulouse pour faire vivre des musiciens. Mais vous êtes un musicien qu'on appelle dès qu'il y a besoin d'avoir quelqu'un d'émérite à la six cordes. Et peut-être un peu la question pour commencer cette émission. La guitare, c'est arrivé comment dans votre vie ? Alors, écoute, déjà, on se vous voit. Oh, ben ouais, voilà. On n'est pas énergie donc, ici. Merci beaucoup, monsieur Jo. Et un requin de studio, non, quand même pas, je dirais pas ça. J'en ai fait un peu, voilà, bien sûr, mais les places sont très chères. Et les puis, studios peu nombreux. Moi, je préfère être sur les routes que dans les studios. Je préfère le grand air, en fait. Et donc, en fait, comment c'est venu la guitare ? C'était ça la question. Oui, je confirme, c'était ça la question. En fait, c'était un tambour au départ. Ah oui, pas la guitare. Vous avez commencé par la batterie. Ouais, mais j'avais 2 ans, quoi. Ah, alors là, c'est... Et vous vouliez être poubelleur comme métier ou pompier. Et alors, non, en fait, le truc, c'est que donc ce tambour, j'y tenais. Mes parents ont déménagé, et dans le déménagement, le tambour a disparu. Et ça a été le premier choc brutal de ma vie. Ma première grosse frustration. Et je me rappelle encore, je devais avoir 6 ans, quoi. Et mais plus de tambour, qu'est-ce qu'on fait ? Donc j'ai essayé de me faire une batterie avec des barils de lessive. Voilà, de l'époque, je sais plus comment ça s'appelait, Homo. Ah ouais, ou des choses comme ça, ouais. Voilà. Barils de lessive, ça n'a pas été non plus c'était compliqué à faire. Ou Bonux. Voilà, à 8 ans, c'est difficile de bricoler avec des choses. Voilà, et donc à 10 ans, j'ai été opéré d'une hernie, je ne sais plus comment on appelle ça, là, le truc là dans le ventre. Là. Linguinal. Voilà. Et à l'époque, c'était dur comme opération. On fait plein de pique-bouse dans les 2 bras. Je pense que c'était un stagiaire qui apprenait à faire les piqûres. Et du coup, waouh. Et à l'époque, donc, c'était des grosses balafres. Donc, c'était combien ? 1 semaine d'hospitalisation. J'étais 1 semaine à l'hôpital, je devais avoir 10 ans. Ma mère était là et ça tombait en plein Noël, en fait, je crois, un truc comme ça. Et donc, vu que je souffrais beaucoup, je souffrais le martyre. Oh, le pauvre petit, qu'est-ce que tu veux pour Noël ? Je veux une guitare. Et donc j'ai eu ma première guitare en plastique. Voilà. Et que je m'étais débrouillé à accorder pour que les cordes fassent au clair de la lune. Voilà. D'accord. Et donc mes premiers concerts devant les infirmières, tout ça. Et c'est devenu l'hôpital en folie. Vous aviez à peu près 10 ans, et à cette époque... On a fait la nouba toutes les nuits. Et à cette époque, vous m'avez dit que vous écoutiez ça. On va l'écouter tout de suite. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill.
Fats Domino, Blueberry Hill, c'est votre père qui Tout à écoutait ça à la maison. Ah ouais, tout à fait. Mon père avait son tourne-disque dans sa chambre, donc avec notre mère. Nous sommes 5 enfants. Et donc il y avait ce morceau qui tournait en boucle. Je me rappelle, ça m'a marqué, il est super, j'adore. Et je me rappelle même la pochette, je crois que c'est la pochette où on voit Fats Domino devant son piano. Et qui regarde le public comme ça, une jambe un peu comme ça. Et pour les 80 ans donc, de mon papa, j'ai demandé à mon fils, qui a presque 30 ans aujourd'hui, de repeindre cette photo de Fats Domino pour l'offrir à son pour qu'il l'offre à son grand-père. grand-père. Et là, waouh. Et donc il l'a fait, et mon grand-père a ce tableau à la maison, mon père a ce tableau, ouais. Et ça a été une façon pour vous de rentrer dans l'univers du rock? Quelque part, je pense, oui, mais bon, à l'époque, à 10 ans, il n'y avait rien à l'époque. Il commençait à y avoir des albums qui arrivaient d'Angleterre ou tout ça, mais bon, et puis nous, on n'avait pas les moyens. Enfin, mon père n'avait pas les moyens. Il y avait ce disque, je crois, un disque de Jean Ferrat. Ma mère était fan de Jean Ferrat. Et il me semble, je ne suis pas sûr, les Cœurs de l'Armée Rouge. Mais... on aura compris avec cette discographie sommaire la couleur politique de la famille Mouillerac. Donc, Fats Domino pour commencer, et puis qu'est devenue la guitare en plastique à un moment donné? Alors, il a fallu la troquer en guitare normale. Écoute, je pense qu'elle a disparu comme le tambour. Sans doute au même endroit. Mon grand frère, parce que on a un grand frère, donc l'aîné de la fratrie, est arrivé un jour avec une vraie guitare, voilà, avec des cordes en nylon. Et il me la met dans les mains, il me montre 2-3 trucs, elle condore pas ça. Et le début de Los Cachakis et de Led Zeppelin. Enfin bon, bref, ça me reviendra la titre. Et donc il me montre ça, et moi de suite je le fais. Et il me regarde, il me dit: toi, tu seras guitariste. Voilà. Et du coup, l'entraînement, il se fait comment? En autodidacte, en écoutant des disques qui passent à la radio et en essayant de les rejouer? À 12 ans, c'est complètement autodidacte. Et en fait, nos parents nous amenaient dans tous les bals de village du coin. On habitait à Grenade-sur-Garonne. Et donc, c'était tous les bleds, Saint-Jory, Aussonne, Seille, Beauzelle, partout, quoi, Lona, Cadour, tout ça. Et moi, j'étais scotché devant la scène à regarder le guitariste. Parce qu'à l'époque, il jouait du Pink Floyd, il jouait du Hendrix, il jouait du... Waouh. J'adorais déjà le son, quoi, des guitaristes, tout ça. Et j'étais scotché devant les guitaristes, quoi. Comme ça. Et voilà. Et donc, ça a été... en même temps, j'ai fait beaucoup de musettes au début. Beaucoup de musettes. Je jouais avec un copain dont son père était accordéoniste, ancien prisonnier de guerre de la Seconde Guerre mondiale, donc un Allemand, en fait, qui s'était marié avec une Française. Et il avait son accordéon. Et j'ai fait mes premiers bals avec lui. Avec lui. Et son fils et notre copain qui faisait la trompette. Voilà. Et donc, c'était des morceaux à 3 accords. Comme le blues, comme la begin, 3 accords. C'était génial. À l'époque, en fait, le côté autodidacte et donc l'oreille qui se mûrit toute seule faisait que je connaissais pas du tout les morceaux, mais on répétait pas, en fait. Je veux dire, c'était pas... Mais par contre, on sentait directement où est-ce qu'il allait dans l'harmonie. Du coup, il faut faire un fa là, ça, on le sent bien. Voilà, c'est quand même une sacrée école. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé les balles? Mon premier vrai bal, c'est 13 ans et demi. Et c'est une sacrée école quand même, se retrouver quand même, devant des gens qui sont là. À la limite, la musique, ils n'en ont rien à faire à partir du moment où ça fait danser. Et pour faire danser, il faut quand même garder et avoir le tempo et le garder quand même, suffisamment longtemps pour qu'on puisse faire 3 tours de valse. Absolument. Vous le disiez juste à l'instant, quelqu'un que vous avez cité spontanément, c'est un autre guitariste. Et là, on va maintenant écouter des guitaristes après le piano de Fats Domino. Vous allez nous dire dans quelles conditions vous avez découvert celui-là de guitariste? Jimi Hendrix sur l'album Jimi Hendrix Experience. Are you experienced it?
c'est presque comme ça qu'on dit. Ouais. Dans quelles conditions cette musique-là est arrivée dans vos oreilles? Alors, c'était dans le grenier de chez mes parents. Et il y avait une petite pièce que mon frère avait aménagée. Et il avait un petit radio-cassette. Il y avait une cassette qu'il m'avait laissée. Juste une cassette, c'était Woodstock. Et donc, cette version, bien sûr, elle est superbe. Mais la version de Woodstock, waouh! Ils avaient fait un montage, ils n'avaient pas mis tout le... Je l'ai su après, toute la partie d'Hendrix, en fait. Ils ont fait un montage avec l'hymne américaine. Déjà, c'était un monument d'émotion, quoi, et d'images, de sons, de guitare, mais c'est hallucinant, quoi. Ensuite, c'était Purple Haze, et le dernier morceau, je me rappelle plus comment il s'appelle, une balade d'une beauté sans nom, que je me suis juré avant ma mort de savoir jouer parfaitement. Voilà. Donc c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. Non, loin de là. Et voilà. Et donc Henry, comme ça, pendant des heures et des heures à écouter la cassette. Avec quand même ce qui est caractéristique chez Hendrix, c'est le travail sur le son de la guitare. Ça, c'est quelque chose qui est aussi à la base de votre travail de guitariste. Oui. Le travail sur le son. Oui, mais c'est comment dire c'est le son, mais surtout l'émotion que génère le son. Voilà, la façon de tordre les notes, de tout ça. J'ai pas vraiment bossé du Hendrix, parce que c'est pas le truc. Mais quand j'ai pu avoir une guitare électrique et un ampli, une pédale de saturation, bien sûr que de suite, on va chercher ce son-là, quoi. Son distordu qui amène des choses, voilà. Ouais, un peu qui gratte, un peu sale. Voilà, dans tout le sens du poil, ouais. Ouais. Autre guitariste, et là on revient à Woodstock, un Anglais qui fait partie de ce qu'on a appelé le mouvement du British Blues Boom dans les années 60. Il s'appelle Alvin Lee et il jouait ça à Woodstock. Exemple du guitar hero fort en vogue à cette époque, Alvin Lee. Ouais. Là aussi, ce qui vous a un peu construit, le rock et le blues. Oui, tout à fait. C'était à la même période, donc j'écoutais donc Alvin Lee et Hendrix en boucle sur cette cassette. Donc à un moment donné, c'était Alvin Lee, à un autre moment donné, c'était des soirées entières, quoi. Et Alvin Lee, donc il y avait... Bon voilà, c'était hallucinant, quoi, comme ce jeu de guitare où je comprenais rien. Voilà. Sauf que ça me touchait intérieurement. C'est-à-dire le côté swing et je sais pas, la magie de ces notes et de cette technique fulgurante, quoi. C'est malgré tout, voilà, ça peut être touchant, quoi. Je veux dire, un surplus de technique qui est sa propre technique à lui, et notamment il y a, je me rappelle. Je rembobinais la cassette parce qu'il y avait... j'essayais quand même de refaire des choses à l'époque, de repiquer comme ça d'oreille. Et il y avait un truc qui fait, mais incompréhensible techniquement. Comment il fait? Et j'ai eu la chance ce jour de le voir, de jouer en première partie avec Ray Nicoletta, peut-être t'as connu, au Bikini. Et waouh, je vais enfin voir comment il fait. Mais genre 30 ans après, je suis 25 ans après, quoi. Ouais. Et là j'ai vu, et là je me suis dit, ah c'est ça. Et des trucs, ah bon, ah d'accord.
Mais bon, vas-y le faire quand même, quoi, tu vois. C'est, Alvin bon. Lee qui nous a quittés en 2013, donc Oui. il y a 5-6 ans. Autre guitariste émérite et lui aussi avec un jeu assez diabolique, c'est celui-là qui a fait un morceau qui est devenu un hymne au point de devenir le générique officiel de l'émission de rock des années 70 qu'on écoutait tous sur France Inter et qui s'appelait Feedback. Et Feedback commençait toujours par ça. Avec Feedback, évidemment, l'émission de Bernard Lenoir qui a occupé les antennes de France Inter jusqu'au début des années 2000. En écoutant ce style de musique, et je me dis que vous avez fait quand même vos classes avec ce son-là, je suis assez étonné de me rendre compte que dans ce que vous avez produit ensuite, il y a peu ce style de musique. Finalement, quand vous avez commencé à faire des groupes et à jouer avec d'autres musiciens, vous n'êtes pas du tout parti sur ce son très rock et avec cette... où on mettait en avant tout la technique du guitariste. Ouais, non, parce que j'étais pas chanteur vraiment, donc j'accompagnais puisque je ne... Comment dire, j'étais accompagnateur. Ouais. Voilà, accompagnateur soliste. Mais en France, mis à part une certaine génération dont je fais partie, on était la génération ACDC, tout ça, il n'y a pas eu une grosse... ça n'a pas vraiment accroché, quoi, je trouve. Enfin, il me semble. Voilà, et puis bon, le côté démonstratif, faut être vraiment balèze, quoi. Oui, et là, il le fait super bien, donc bon... imiter, c'est pas... Ça n'a jamais été... Non. C'est quoi qui vous a intéressé? Moi, ce qui me plaît, c'est d'être inspiré par quelque chose, voilà. On a les influences, quoi, voilà, comme beaucoup de musiciens, je pense. Et pas forcément... en tant qu'autodidacte, reprendre les plans de trucs, machin et tout. En fait, quand j'essayais de bosser des trucs comme ça, je partais dans mes trucs à moi. Ah ouais. Avant d'entendre ça, là, Eruption, le morceau, je me rappelle que 6 mois avant, j'avais un groupe qui s'appelait, à l'époque, Pop Triptom. C'était des potes de lycée, tout ça, et on faisait la CDC, machin, tout ça. Et on avait une ferme au bord de Garonne, qu'on louait pour une poignée de rien pépettes. du tout, voilà. Et on avait un peu de matériel, machin, tout ça, et on faisait des soirées très sympathiques et musicales, et festives, tout ça. Et je me rappelle, moi j'étais la guitare, et j'étais dans le local de répé, et je faisais déjà du taping, ce qu'on appelle le taping, sans savoir ce que c'était. Ouais. Comme ça, je m'amusais sur la guitare, quoi. Et 6 mois après, il y a ça qui sort. Donc on était dans les années 77-78. Rémi, arrête, tu fais trop de bruit là, allez, calme-toi. Bon, voilà, une frustration de plus. Dernier disque que vous nous avez amené. Mais, tu sais quoi, on m'a reproché de me faire du rock, hard rock sur de la bossa, sur tout ça. Ouais. Là, bon. Ouais. Bon. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Quand je vous ai eu au téléphone dans la semaine, je vous avais demandé 4-5 disques qui vous ont un peu marqué et sur lesquels vous avez fait vos classes, vos gammes. Et le 5e dont vous m'avez parlé, c'était celui-là.
Voilà, donc ça c'est Frank Zappa, extrait de l'album Zout Allure. Zappa qui est aussi une influence majeure pour vous. Là, quand on écoute ça, c'est un peu ce que vous faites actuellement. Ce style de composition, j'allais dire, très alambiqué, qui va chercher autant dans des musiques orientales que dans du jazz, des inspirations. Et notamment sur cet album où il fait comme ça de fabuleuses arabesques et des ponts entre le rock, le jazz et les musiques orientales. Et c'est vrai que vous êtes en ce moment, même quand vous jouez avec Rue Rouge, et ce soir vous êtes au Bijou à partir de 21h30 avec Rue Rouge, même quand vous jouez avec Rue Rouge, qui est un groupe chanson, vous êtes sur cette espèce de sonorité à la guitare. Et, comment il est venu ce son-là? Je suppose que c'était ça aussi que recherchait Juste pour l'anecdote, cet album, Zout Allure, je l'ai vu l'autre jour, justement, quand on en parlait, il a joué la guitare avec la guitare qu'Hendrix a cramée. Ah oui. Je sais plus où c'est à Monterrey, non? À Monterrey. Ouais, au festival de Monterrey. Il a récupéré la guitare, il l'a fait retaper un peu. Il a fait l'album avec cette guitare. Qu'il a ensuite offert à son fils Dweezil Zappa, qui est un guitariste énorme aussi. Et ils l'ont revendu pour une bouchée de pain à $380,000. Ouais, d'accord. Ce qui a fait la guitare la plus chère du monde. Ouais. Oui, alors pour en revenir à ce son-là, je suppose que c'est aussi ces espèces de sonorités qu'aimait beaucoup Khaled, par exemple, quand il fait appel à vous pour jouer avec lui en concert. En fait, donc, par rapport à Khaled, c'est une période où j'ai habité au Mirail à Bellefontaine. Pendant 11 ans, et en fait je suis rentré dans le milieu du rail à Toulouse. Enfin, je pense que c'était le milieu du rail, quoi. Et donc j'en ai fait très longtemps avec des chefs qui venaient de Marseille, d'un peu de partout. Et un jour, Khaled qui demande donc enfin, c'est les gars que je connaissais à Toulouse qui organisaient un concert avec Khaled. Et pour des histoires de budget, donc fallait des musiciens toulousains. Et donc j'ai monté une équipe avec les Toulousains. Voilà. Et donc moi j'étais. Et on s'est retrouvés sur scène avec Khaled. Et sur un morceau qui s'appelle Aïcha, bien sûr. Vers la fin du morceau, tout ça, je commence à partir en solo. J'avais un gros Marshall à l'époque, la Fender, la Strat et tout. Et je commence à partir en solo, bien blues, bien rock, tout ça. Et puis il se retourne, Aïcha. Et on se retrouve nez à nez. Et là, comme ça, rock'n'roll, quoi. C'est vrai que votre carrière, elle a beaucoup joué entre des projets que vous avez montés. Je parlais de Big Wet tout à l'heure. Il y a eu Lily Brick, un petit trio dans lequel jouait votre sœur, Bernadette Mouillerac, que l'on a connue après comme membre éminente de Boudul et Cops, et qui joue de temps en temps actuellement avec Françoise Chapuis, l'ancienne Fémoustée, dans Bricodame. Et Babé Falco. Beau expérience. Voilà, que l'on a vu là aussi un peu plus tard dans un fabuleux groupe de rock trip-hop toulousain, My Favorite Dentist is Dead, avec Jean-Luc Isnardi, Jean-Pierre Isnardi à la guitare, et qui était le leader de ce groupe-là. Mais c'est vrai que vous avez joué entre ces groupes que vous avez pu rencontrer, monter, où vous faisiez les compositions avec les gens du groupe ou tout seul. Donc il y avait ça, il y a eu après aussi les Grandes Bouches, mais et puis des collaborations que vous avez fait là où vous étiez au service d'eux. Mais avant de parler d'une de vos principales collaborations, je voudrais simplement vous faire une petite surprise. Dans les années 93, on devait être en février-mars, vous êtes déjà venu d'un Caramel Mou. Je le disais tout à l'heure que vous êtes venu assez souvent, et vous êtes venu avec un groupe, et ce jour-là, vous nous avez fait ça. Sweet memories, I can't stand the rain against my window.
he and he was me. Hey, in the pain. Tell me, do you remember? Incredible. Voilà, ça c'est. Mobilette 2. Ouais. Lily Brick. Ah, c'est Lily Brick, ouais. C'est juste après Mobilette 2. Ouais. Lily Brick en 93. Ah ouais. Ah, c'est. Ah ouais. Voilà, c'était les tout débuts de ce groupe. Après, vous avez tourné un peu partout dans les bars à Toulouse. Il y a eu un enregistrement qui a tourné dans quelques radios ici, qui avait été enregistré au Mandala, des choses comme ça. Et puis, vers 98, vous vous retrouvez avec une bande qui, sur un coup de tête énoncé par quelques musiciens et le leader d'un parti politique toulousain, dit, après tout, des chants révolutionnaires, on n'en entend jamais à la radio, faudrait peut-être les réinterpréter, et de ce truc de fin de soirée un peu aviné va sortir ce qu'on va écouter tout de suite. À tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté par le passé. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ouais, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé, il faut rester motivé. Motivé, motivé, il faut se motiver. Motivé, motivé. Donc motivé par 100% motivé. Donc là, on y retrouvait les frangins Amocrane, Serge Lopez, Pascal Rolando, Jean-Luc Amestoy. Si, Pascal Rolando. Non. Ah, si. Bon. Il fait partie de la liste. Hein. On vérifiera sur un morceau. Ah ouais, peut-être. Mais Pascal à la batterie. Voilà. Marc de Chaumont. Il y a Marc de Chaumont aussi à la batterie, et puis plein d'autres musiciens toulousains. Comment vous êtes arrivé dans ce collectif-là qui fait partie de l'histoire musicale toulousaine pour le coup? Alors effectivement, j'y suis arrivé parce que je connaissais Philippe Dutheil, avec qui on a fait les Grandes Bouches après. À l'époque, on avait un trio qui s'appelait Waka Waka. Voilà. Et donc, c'est lui qui connaissait Moussa Kim, tout ça. Et puis, il m'a demandé de l'aider à faire des arrangements. Voilà, donc je fais des arrangements sur Passo de Lebro, des choses comme ça. Et du coup, j'ai rencontré les frangins, Magid, tout ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai que Magid Cherfi, qui a été un collaborateur régulier, j'allais dire, des Grandes Bouches, on avait prévu d'écouter plein de musique, mais c'est bientôt fini, donc on n'en écoutera pas comme on le voulait, mais il a écrit beaucoup de morceaux pour les Grandes Bouches également, vous faisant même les cadeaux de certains morceaux qu'il n'a jamais rejoués pour lui-même. Il y a des morceaux, si on veut les écouter, c'est sur la discographie des Grandes Bouches qu'il faut aller voir. Et puis, dernièrement, il y a un duo de blues, on n'aura pas le temps de l'écouter non plus, mais il y a un duo de blues que vous avez monté. Deux, trois mots dessus avant de finir avec le rouge. Michael Mazzaera, qui est un harmoniciste énorme, quoi. Vraiment exceptionnel sur scène et humainement, c'est un super gars. Et bon, j'ai fait un petit passage avec lui, mais bon, j'ai eu d'autres choses à faire. Donc je l'ai vivement conseillé, encouragé et motivé à faire vraiment son projet. Voilà, monter son projet, ses compos, c'est ce qu'il fait et il se régale. Voilà. Et la dernière collaboration en date, c'est avec Rue Rouge. Vous les avez rencontrés comment, ceux-là? Alors, Rue Rouge, je les ai croisés en fait à l'époque où j'étais avec les Grandes Bouches. On avait fait des trucs à Carcassonne pour l'association On se bouge. Oui, ça. C'est ça. Et donc Vincent passait par là. J'avais déjà bien accroché avec lui. On avait fait une scène commune aussi au Théâtre du Pavé à une époque. Voilà, et j'ai toujours apprécié ce garçon de par sa personnalité et son écriture. C'est un très très bon auteur, je trouve. Voilà, et donc ils m'ont appelé quand ils ont su que j'étais disponible.
Et voilà, je fais un petit bout de route avec voilà, eux. et depuis 3 ans, vous faites partie de ce groupe essentiellement chanson. On va finir l'émission en écoutant Sabou. Et de motiver Sound System aussi, en plein emploi aussi. Voilà, on rentre des États-Unis, là, on était il y a même pas une semaine. Hein. Ah ouais. Voilà, on va partir au Bénin, on va faire pas mal de choses. Et simplement pour dire qu'on en arrive à la dernière partie de l'émission, dont les concerts, dont je le disais tout à l'heure, Rue Rouge ce soir sera au Bijou à partir de 21h, mais il y a plein d'autres choses. Il y a Irina Gonzalez qui était notre invitée il y a 15 jours, qui sera au Café Adjacent, ça c'est 15 allée Jules Guesde, sans doute en solo. Il y aura les Guayabos Brothers, c'est de la rumba catalane à la Sainte Dynamo à 20h. À l'itinéraire bis, quartier Marengo, il y a le Lucaraoké. C'est un karaoké formidable. C'est Lucas Lemoff qui est au piano. Lucas Lemoff qui vient ici de temps en temps faire des chroniques, mais qui est surtout un musicien. Et donc, pour ce karaoké, il est au piano. Il y a une liste de chansons et c'est lui qui accompagne au piano. C'est assez rigolo. Il y a le Shad Quartet à l'impro avec un contrebassiste formidable, Jean-Pierre Demeaux, là-dessus. C'est son nouveau quartet. Je crois que ça vaut le coup d'aller faire un tour. Voilà, donc ça c'est à l'impro à 20h30. Il y a une soirée métal à l'usine à musique, c'est un nouveau lieu vers Ginestou avec Infected Rain encore et From Dusk to Dawn, donc soirée métal à l'usine à musique. Et puis ce soir à l'impro, une soirée électro et expérimentation musicale avec les Anglais de Modulus 3 et les Toulousaines de Nu. Et puis le dernier concert à Manita Muscaria. Un concert de Rien Virgule, magnifique groupe bordelais, le groupe de Mathias Pontevier avec une magnifique chanteuse, un groupe électro. C'est vraiment très 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 beau quoi. Voilà, et donc ce soir au Bijou, il y a Rue Rouge qu'on écoute, on se quitte là-dessus. Rémi Mouillerac, merci d'avoir été notre invité ce soir. Oui, je reviendrai parce qu'on n'a pas parlé de Rory Gallagher. Et voilà. Et donc, que j'ai pas joué de la guitare. Voilà, ça pas du tout. Vous reviendrez nous jouer du Rory Gallagher à ce micro, ça sera avec énormément de plaisir. C'était un grand plaisir. Voilà, merci. donc Rue Rouge ce soir, vous pourrez les écouter au Bijou à partir de 21h. Salut les filles, on se quitte là-dessus. Et juste après moi, WeFunk pour B-Side, bye. Avoir exactement comme toi, mon petit gars, à ton âge.